Donc, pour moi, à mon égard, c'est tout simplement cette architecture réussie de tous les maillons de la logistique, de telle sorte Il faut à comprendre que c'est de simplifier l'intelligence. l'échange. Parce que nous, quel que soit notre métier, quel que soit, même dans le sport, même dans un jeu, on est appelé. Et aujourd'hui, on l'a vécu avec le Covid-19. Le Maroc et le monde d'avant le Covid-19 ne sera pas celui d'après le Covid-19. Il faut que dans la même plateforme ou dans le même entrepôt, qu'on puisse retrouver tout ça. De manière à ce que, donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une évolution. Comment on peut profiter de ces indicateurs intelligemment pour convaincre à instaurer des politiques de développement. Alors, je vous donne la parole, Madame Sana. Du point de votre position militante en tant qu'activiste associative. Je pense aussi, on en a parlé, on parle vraiment de la macro. Hein. On est sur une tendance où c'est tellement vital qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de parler même de base d'une économie s'il n'y a pas un soubassement ou un support assez intelligent de la logistique, que ce soit macro ou micro, bien sûr, décelé ou décalé sur différentes entreprises, comme l'a bien expliqué Cétanal, industrielles, de services, de logistique et même socialement parlant. Et d'ailleurs, on a bien fait de la linker avec le contexte actuel de la vie, de dire aujourd'hui que on va dire les solutions logistiques des mesures clés de la situation. Donc aujourd'hui, les indicateurs qui sont mis en place et qui doivent être un petit peu suivis dans ce sens observateurs pour les autres instances, fédérations et autres, ils sont majeurs. Et je ne dirais pas qu'ils doivent être pris en considération, ils sont de base normalement dans le décisionnel des instances politiques ayant à gérer des questions macroéconomiques d'économie au Maroc. Merci, Madame Sana. Je pose la question autrement à Monsieur Talal. Par exemple, si demain, dans le métier, on arrive et on se dit, voilà, dans les entreprises logistiques structurées, tel paramètre permet de créer tant de postes d'emploi, alors que dans le secteur informel, par exemple, un camion, il crée un poste d'emploi. On peut utiliser ces indicateurs pour un peu pousser les décideurs à agir. Réduire les coûts logistiques, et réduire les coûts logistiques, c'est quelque part, entre guillemets, ce n'est pas nécessairement réduire les distances. C'est réduire les coûts unitaires. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, on assiste à des navires qui peuvent charger jusqu'à plus de 20 000 conteneurs. Ils ont effectivement racheté le port de Pirée. Ils ont pris plusieurs concessions en termes de manutention dans plusieurs ports au niveau mondial. Et effectivement, vous avez également la ligne ferroviaire qui a été mise en place, qui part d'Asie, qui arrive directement en Europe aujourd'hui jusqu'en France, d'accord, en chargeant des conteneurs avec un délai de 18 jours. Ils ont énormément investi. COSCO aujourd'hui est asiatique. Prenez les plus grands armateurs mondiaux. En tête de liste, vous avez les Asiatiques. D'accord ? Donc, ils sont en train d'améliorer la compétitivité de leur production par rapport à la production européenne. Donc, quelque part, ça rend nécessairement un impact. Donc, aujourd'hui, les politiques, vous leur dites, d'accord, de faire des investissements, d'accompagner, c'est très bien. Mais il faut qu'ils puissent avoir la garantie que ça sera encore une fois périn dans le temps. Parce qu'investir dans des ports, investir dans tout ce qui est infrastructure, ça coûte beaucoup d'argent. Et il faut pouvoir garantir qu'effectivement, le Maroc restera compétitif. D'accord ? Parce que le but, c'est de créer des emplois à l'instant T aujourd'hui, mais surtout des emplois périns dans le temps. D'accord ? Donc, quelque part, ce que je suis en train de dire, c'est que les politiques ne suivront que si effectivement il y a un intérêt économique, s'il y a un intérêt social. Et il faut le démontrer. Et quand on dit le démontrer, ce n'est pas uniquement dans un microcosme, c'est par rapport à un échiquier d'acteurs au niveau monde, nous positionner par rapport à cela. Et là, encore une fois, je reviens à la personne qui a posé la question. La notion d'intelligence économique a toute sa place. C'est les accords de libre-échange, c'est les lobbies à Bruxelles. Un simple petit exemple. Je pense que vous êtes au courant que bientôt, tous les produits marocains à l'export vont être taxés par rapport à l'empreinte carbone. Il faut décarboner les produits avant d'exporter. Sauf qu'au Maroc, aujourd'hui, le souci qu'on a, c'est quoi ? C'est que l'essentiel de notre énergie, ce sont des centrales thermiques. Par conséquent, l'empreinte carbone d'une entreprise qui fabrique des biscuits à Innsbruck, elle ne sera pas bonne parce que justement, l'énergie électrique qu'il utilise, c'est de l'énergie fossile. On est très en retard sur ce genre de projet-là.
Donc là, il y a deux solutions. Ou alors on se lance effectivement dans les énergies renouvelables, comme ce qui a été fait, les projets qui ont été lancés par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, effectivement, d'accord, sur tout ce qui est solaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faudra aller encore plus loin. Donc, ou alors on continue l'investissement là-dessus, ou alors peut-être c'est travailler au niveau de Bruxelles, de manière à ce que effectivement cette réglementation qui va être mise en place très bientôt d'ailleurs, d'accord, et le Maroc est en train de travailler déjà là-dessus, eh ben, elle soit retardée le plus tard possible ou qu'elle soit le moins contraignante pour notre industrie en attendant que le Maroc soit prêt dans quelques années. Parce que les barrières, encore une fois, là, seront non tarifaires, elles ne seront pas nécessairement tarifaires. D'accord ? Donc, pour qu'un politique puisse prendre des décisions, effectivement, à accompagner le secteur structuré, à le développer, il est nécessaire qu'à côté, il y ait un travail qui soit fait sur le plan d'intelligence économique pur et dur. Je pose un peu la question à Ahmed Lokili de point de vue recherche. On peut utiliser l'intelligence pour un peu convaincre les décideurs politiques à aller vers ou contre une certaine orientation politique. Beaucoup de théories, ça c'est de la théorie. C'est quoi la théorie? C'est grâce à la théorie qu'on fait une bonne pratique. On a toujours dit que sans théorie, la pratique elle est aveugle. Mais bien sûr, sans pratique, la théorie elle est stérile, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas demander à un chauffeur d'être performant dans son camion s'il n'a pas une certaine théorie. D'accord? Donc la théorie elle est très très importante. D'accord? Alors, c'est pareil, il a parlé de l'intelligence économique. Quand on parle de stratégie intelligente, une fois qu'on a les prérequis, après, on respecte les trois axes qui font de stratégie intelligente une stratégie intelligente, qui sont le management, la gouvernance et les gestions d'évolution, qui étaient très développées à cet halal. Il y a ce qu'on appelle les aspects qui accompagnent la stratégie intelligente. Les trois aspects. Il y a l'intelligence économique, qui est définie par la théorie comme la surveillance de l'environnement externe. Il y a le knowledge management, qui est le surveillance du changement interne. Et il y a le business intelligence, qui est la mise en place de stratégies adéquates. Ça, c'est lié. En plus, nous avons deux choses qui accompagnent la stratégie intelligente, qu'on mesure toujours par les indicateurs, c'est la performance et la durabilité. Parce que maintenant, lorsqu'on vraiment aller au-delà, qu'on peut vraiment être vraiment à la hauteur, on ne pense plus au gain, on pense à la durabilité. Et la durabilité est là, certains facteurs qui accompagnent cette durabilité. Je parle d'innovation, je parle d'agilité, les simulations. Au Maroc, malheureusement, on travaille peu avec les simulateurs. Et les simulations, ça permet de donner plus de chances à avoir des décisions efficaces. D'accord? Parce qu'il vaut mieux faire le projet dans un simulateur que d'aller le faire sur le terrain. Parce que parfois, c'est très difficile de faire marche arrière. Donc, ces facteurs-là, ils accompagnent l'intelligence. On a parlé beaucoup d'indicateurs. Le problème que j'ai constaté comme chercheur, c'est que parfois, on fait des indicateurs pour avoir des indicateurs. Même l'indicateur, il a les règles. On fait l'indicateur par rapport à un objectif et par rapport à pas des ambitions parfois. Donc, je veux arriver à ça. Quand vous voulez arriver à ça, c'est par rapport à quoi? Moi, ce que j'aime dans la simulation, dans le simulateur, c'est qu'on lui donne des données, et après, il nous donne des solutions suivant ces données-là. Il vous donne des solutions si vous accompagnez les investissements, et il vous donne des choix si vous voulez encore mettre plus d'argent. Et ça, c'est très important dans la théorie parce que ça permet de limiter ces décisions qui nous font mal. Parce que si on fait un peu marche arrière, parce que c'est bien de connaître un peu le passé, on a souffert de certaines décisions. Tout simplement. Décisions qui nous ont fait beaucoup de mal, qui nous ont fait perdre beaucoup d'argent. D'accord? Même avec les Européens, ça a été dépassé par là. Ces conventions avec les Européens. Qu'est-ce qui gagne de ces conventions? Qui le gagne? Est-ce que c'est le Maroc? Est-ce que c'est l'Europe? Malheureusement, c'est l'Europe, ce n'est pas le Maroc, parce que c'est l'Europe qui est mieux placée, parce qu'on fait une passerelle entre deux positions, où une position elle est plus près que l'autre. Donc forcément, c'est l'autre qui va gagner. Et je pense, même l'intelligence, il a tous les aspects sont dans l'intelligence, dans la stratégie intelligente. Et je pense que respecter ces aspects-là, respecter la théorie,
arrêtez de dire, moi je sais, personne ne sait. Ça a été dit par cet Talal. Il y a l'environnement qui sait. Il y a l'évolution qui sait. Nous, on s'adapte et il faut toujours être agile. Merci Sahmed. Donc, ça dépend de comment on va se dérouler. On peut revenir sur la question. Mais j'ai ici deux questions qui viennent de nos participants via le chat pour M. Rachid Tahri. La première, est-ce que ces données ils sont disponibles pour le privé, pour les opérateurs, s'ils peuvent les avoir, s'il y a un paiement? La deuxième question, toujours à M. Tahri, quelle est la relation? Comment les autres administrations de l'État peuvent profiter des indicateurs et des données de l'Observatoire? Par rapport aux données, bon, maintenant, s'ils veulent faire un virement direct sur mon compte, il n'y a pas de souci, c'est gentil. Alors, les données sont disponibles pour tout le monde. Nous les avons partagées à plusieurs reprises. Si c'est besoin, je vous enverrai un document que vous pouvez mettre sur votre revue. J'ai pas de souci à ce niveau-là parce c'est fait pour ça. C'est fait pour justement l'objectif, c'est que ces données soient disponibles, que ce soit pour le privé ou le public, de manière à ce qu'ils peuvent prendre des décisions par rapport à ça. C'est notre rôle. Donc, c'est gratuit et c'est disponible. Donc, je vous enverrai toutes les données que vous pouvez partager avec tout le monde. Par rapport, alors la deuxième partie de la question, c'était… C'était l'Observatoire, à mon avis, ça c'est M. Rafiki qui parle, est un outil d'indicateur pouvant grandement servir à l'administration concernée dans la prise de décision concertée avec les opérateurs. Alors, quelle connexion, quelle relation y a-t-il entre vous, l'Observatoire, et ces administrations? Alors, alors, notre rôle, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre rôle justement, c'est la veille. Et donc, comment on travaille? On travaille bien sûr, en collaboration avec toutes. Nous avons des relations très étroites avec les différentes institutions, à savoir le HCP, les ports, les douanes, la CNSS. Donc, on fait la collecte des informations que nous met à notre disposition ces différentes institutions. Et à travers ça, nous avons des systèmes d'information qui nous permettent de traiter la donnée et de sortir avec des indicateurs. Après, nous avons aussi des abonnements dans différents sites web qui sont spécialisés dans la donnée et nous avons bien sûr on fait de la moulinette de manière à sortir avec les indicateurs, les informations nécessaires et travailler sur les indicateurs qu'il faut. Voilà comment on travaille en gros. Aujourd'hui, nous sommes à notre début. Nous avons déjà sorti quelques indicateurs par rapport à ça, mais nous travaillons aussi avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des bureaux d'études qui nous accompagnent de manière à mettre en place une vraie veille stratégique pour l'Observatoire. Pour la question de tout à l'heure était intéressante et je veux bien intervenir par rapport à ça. Moi, je dirais, il y a d'abord, nous devons faire une rupture, mais vraiment une rupture avec le passé. Parce qu'autrement, on n'avancera pas. Nous sommes dans un système sur lequel nous travaillons qui n'est pas du tout fiable aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons faire une rupture et nous devons… Moi, je n'aime pas trop ce copier-coller avec l'Europe. Ça m'embête parce que nous devons aller vers d'autres cieux. Nous devons aller vers d'autres pays qui ont démontré leur capacité à innover, leur capacité à aller de l'avant. Vous avez Singapour, un petit pays comme Singapour. Vous avez d'autres pays anglophones ou anglo-saxons qui ont réussi leur stratégie pour ça. Et donc, ça m'embête souvent c'est vrai que c'est nos premiers partenaires, la France, l'Espagne, l'Italie, j'en passe, mais ce n'est pas vraiment, je dirais, le bon exemple à suivre. Donc,
rupture avec le passé, aller vers des nouveaux cieux, de manière à aller de l'avant. Par rapport au Maroc, et nous l'avons dit à plusieurs reprises dans différentes, que ce soit des conférences, que ce soit de la presse écrite, le plus important aujourd'hui pour qu'une stratégie avance, c'est les ondes logistiques. Les ondes logistiques, c'est la base, c'est la base. Et comme vous l'avez dit à Sermon, un entrepôt crée un petit entrepôt peut créer 30 emplois. Donc, je pense que d'abord, c'est ça. La base, la vraie base, c'est d'abord les plateformes logistiques. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est c'est un investissement étatique c'est l'État qui doit créer ces zones logistiques, qui doit les préparer et les mettre à la disposition des opérateurs privés. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est la notion du gain. On a tendance toujours à aller dans vraiment du court terme. Le retour sur investissement ne doit pas être calculé de cette manière-là. Il faut qu'on change de système. L'État ne peut pas dire, bon, je mets à la disposition, je mets ça, donc sur 10 ans, je dois récupérer ça. Non, l'investissement doit être plus large, la conception doit être beaucoup plus large et la vision doit être beaucoup plus large parce qu'on parle du socio-économique. On ne parle pas uniquement d'un gain comme une entreprise privée qui se dit, bon, j'investis aujourd'hui 10, dans 5 ans, je dois avoir 20. Non, ça c'est archi faux et ça ne marche pas. Nous devons voir, par exemple, je vous donne des exemples. Dans des pays, l'exemple clair, c'était quoi? C'est la Chine. La Chine, avec son unité des trains, les trains que nous voyons aujourd'hui, les One Belt, One Road, One Belt, exactement. Donc ça, c'est très important parce qu'on voit qu'il y a d'abord le désenclavement des pays, l'ouverture, et j'en suis. Donc tout ce qui arrive de cette manière-là ne fait que avancer une économie mondiale. La différence, nous devons faire la même chose au niveau du Maroc. Nous devons travailler de manière à désenclaver les régions. Aujourd'hui, il y a des régions qui sont enclavées. À désenclaver les régions, nous avons la possibilité. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous travaillez, moi je ne parle que du Maroc parce que c'est Mohamed Talal a bien détaillé tout ce qui est géopolitique, tout ce qui est international. Moi je vais parler uniquement du Maroc parce que nous travaillons beaucoup au Observatoire, nous focalisons beaucoup notre travail aussi sur la partie marocaine. La partie marocaine, quand on voit que nous avons le train qui fait par exemple Casablanca-Marrakech, un train de marchandises. Pourquoi on ne met pas en place des arrêts? Quand vous allongez la route sur l'autoroute, vous voyez le train, vous avez des champs énormes qui sont vides. Pourquoi ne pas mettre des petites zones pour réception de la marchandise, pour distribuer au niveau de ce patelin, les petits patelins, des petites gares qui reçoivent des palettes, qui reçoivent peut-être un conteneur, Je pense que il faut qu'on change complètement de paradigme et qu'on aille vers ce désenclavement des régions. Ça, c'est très important. Il y a les zones logistiques. Les zones logistiques permettront bien sûr de fluidifier, permettront de massifier, permettront d'aller tout ce qui a été dit, bien sûr par rapport à l'environnement, par rapport à la rapidité dans la livraison, par rapport à tout ce qui est traçabilité. Mais nous devons bien sûr désenclaver d'abord pour pouvoir aller de l'avant. Nous avons aussi la partie de système d'information. Nous avons réussi sur des systèmes d'information. Aujourd'hui, nous pouvons dire, par exemple, par rapport à l'international, nous pouvons dire que Tangemed, avec son système digitalisé, qui marche, nous pouvons aussi parler des autres ports
qui sont gérés par l'ANP, nous avons le Portnet. Aujourd'hui, nous sommes quand même à une dématérialisation très avancée. Nous devons encore continuer à travailler sur ça, mais nous avons quand même une dématérialisation très, très avancée par rapport à ce que nous avons vécu il y a quelques années. Aujourd'hui, nous avons quand même, on va dire, 99% des acteurs, que ce soit publics ou privés, qui sont connectés. Bien sûr, il y a encore, et le COVID nous a démontré que nous avons eu raison d'aller très vite sur ça. Imaginez que si nous n'avions pas travaillé sur cette partie-là. Eh bien, imaginez le nombre de personnes qui allaient au port. Aujourd'hui, le port de Casablanca, il est pratiquement vide. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette dématérialisation, à cette connexion entre les différents partenaires. Et vous avez la douane qui était un des leaders et une administration qui a réussi ça. Donc, je pense que je pense qu'il y a la partie investissement de l'État. Et donc, l'investissement consiste à ne pas raisonner privé. Ce n'est pas une société privée, c'est l'État qui doit mettre en place des systèmes. Et après, vous avez le privé qui doit aussi venir avec de la valeur ajoutée, parce que c'est le privé qui crée la valeur ajoutée. Donc, l'État doit mettre à la disposition du privé les outils nécessaires pour qu'il aide avant. Et après, tout le reste, et nous avons des exemples extraordinaires dans les autres pays. Moi, j'ai eu l'occasion de voir un peu ces pays anglophones, et je vous dis que c'est très important d'aller vers de copier ou de s'inspirer de ces pays-là qui ont quand même réussi leur développement d'une manière extraordinaire. D'abord, je te remercie parce que tu as répondu à la prochaine question. Donc, tu es dispensé de la prochaine question. Ah, ben, très bien. Tu as soulevé deux points importants. Le premier est celui du benchmark que le Maroc doit un peu suivre. Ça, c'est une grande question dont nous n'allons pas la traiter, mais qui donne un peu l'appétit pour un autre webinaire peut-être. Mais la deuxième question, c'est celle qu'on vient de discuter maintenant, de changer de paradigme pour un nouveau modèle de développement. Et nous sommes dans la discussion du modèle de développement. Comment l'intelligence peut être un levier important dans le prochain modèle de développement du Maroc. Donc, je donne la parole d'abord à Madame Hassimi. Comment faire de l'intelligence un levier pour le développement? Par rapport au macroéconomique, j'allais dire, au microéconomique, l'intelligence principalement calée au volet logistique est une clé de réussite, j'allais dire, du développement économique. Donc aujourd'hui, comme l'a très bien dit, que ce soit si Loukili, si Talal, si Rachid aussi, c'est qu'on est en pleine évolution. On n'est pas dans une planète à seul, où le Maroc est seul et les autres pays sont dans une autre planète. Nous sommes là et nous sommes assez ouverts. D'ailleurs, le Maroc est assez ouvert de telle sorte à ce qu'il réagisse aux réactions macroéconomiques, sociales, etc. du monde entier. Donc aujourd'hui, l'intelligence logistique est, on va dire, un passeport à ne pas rater. Encore plus quand on parle, comme l'a bien expliqué Cétala, de cette partie, on va dire, agilité. Je disais que c'est un passeport à ne pas rater, en fin de compte, et je voudrais sincèrement faire ce point. Puisqu'on a parlé, on a ficelé un petit peu la partie macroéconomique qui est très essentielle et aussi la partie humaine dont a parlé Seloukili qui est très très importante parce que si l'humain n'est pas préparé à cette intelligence, à cette agilité, à cette anticipation, à faire de la veille, etc., on ne pourra pas réussir. Le link est très important macro-micro parce que quand on a, on va dire, cet ensemble de données qui est mis à disposition du pays, des instances de gouvernance, de prise de décision, ben, il faudrait que le micro, qui est l'entreprise, qui est
le formateur, qui est on va dire la main d'œuvre, qui est moi et vous, etc., tout confondu, soit prêt bien sûr à faire valoir cette intelligence logistique. En fin de compte, elle pourrait être prise spécifiquement par chacun de nous à sa manière, mais en tant que philosophie. Mais l'objectif doit être le même, c'est de supporter le business qui est, en fin de compte, cette partie économique, de telle sorte à ce qu'on réussisse nos challenges dans ce sens, au point de vue international, puisque, comme l'a dit Cétala, on réagit dans une atmosphère qui est internationale et on est ouvert et on peut pas être fermé par rapport à ça. Mais moi, je linkerais plus par rapport aux outils. Dire aujourd'hui de l'intelligence logistique, on ne peut pas ne pas parler d'outils parce qu'on peut être, on va dire, assez planificateur dans ce sens, mais si on n'a pas des outils qui vont simplifier ces échanges, qui vont mettre en avant cette partie, on va dire, de prise de décision, on ne pourrait pas aller au-delà. Et c'est là où j'avais fait appel un petit peu à cette partie d'intelligence artificielle, encore plus à cette transformation digitale qui doit être vraiment très prise en considération sur la partie micro-entreprise. Aujourd'hui, on va dire, le tissu économique, il est très clair qu'il est constitué de PME et toutes petites PME, que nous devons sincèrement accompagner dans ce sens pour qu'ils soient vraiment à la page, parce que, et ça a été dit avant, le après-Covid est certainement différent de l'avant, surtout des volets. Merci, merci Sana. Merci. Donc, la même question à poser. Donc, je laisse M. Talal pour le mot de la fin. Donc, je donne la parole à Ahmed Lokili. Comment faire de l'intelligence un outil de développement du pays? Je veux dire une chose, c'est que Covid, j'étais agréablement surpris par la réaction du Maroc. J'étais agréablement surpris par voir le mode de collaboration. J'étais agréablement surpris par voir l'engagement de tout le monde. Alors la question que je me pose, cet engagement-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le garder? Qu'est-ce qu'il faut pour le garder? Pourquoi il faut toujours une crise ou bien une catastrophe pour voir cette solidarité de tout le monde? Alors, comment faire l'intelligence? Bon, deux choses, madame. Il faut arrêter de parler de secteur public sur Turquie. Il faut parler partenaires publics et privés. Alors, au Maroc, le public et privé, ce ne sont pas des partenaires. Je vous le confirme. Le public continue à dire le privé doit faire. Et le privé continue à dire le public doit faire. Quand on est partenaire, on fait ensemble. D'accord? On s'assoit à table, on fixe les objectifs et après, on fait nos orientations. Chacun dans ses compétences. D'accord? Ça, c'est très important. Autre chose, ça a été dit par séparé. Imaginons qu'on n'avait pas partenaire, par exemple, pour le port. Et ici pour Tanger. Ça a été un vrai problème. Je peux vous confirmer une chose, c'est que le rendement maintenant des séjours d'escale dans les ports sont plus efficaces qu'avant. Alors, vous imaginez, on a une efficacité supérieure, enfin une efficience supérieure dans une crise. Ça veut dire quoi? Pour moi, comme académicien, comme théoricien, comme on m'appelle, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont de plus dans le secteur, qui sont inutiles, qui sont là pour être moins efficients. D'accord? Donc là, il faut penser. Il faut penser à ça. Il faut bien analyser et bien étudier la chose. Je reviens à séparer. Il a parlé des indicateurs, de l'observatoire. C'est une très bonne chose. Mais mettre en place des indicateurs et faire la veille, ce n'est que 25% du travail. Je ne sais pas, est-ce qu'il pourrait me répondre après, est-ce qu'il y a des procédures de réaction à ces indicateurs? Ou bien est-ce qu'à chaque fois qu'on a des indicateurs, des informations, on va encore se réunir, appeler tout le monde et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire? Alors qu'en l'intelligence, c'est systématique, c'est un pacte, c'est systématique, et on envisage à l'avance, qu'est-ce qu'il faut faire devant cette situation-là, devant cette situation-là, etc. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux penser sans avoir de la pression que penser sous la pression. Parce que sous la pression, on est parfois amené à faire des choses rapidement, et là, on est amené à faire des
certaines erreurs qui pourraient justement limiter la performance. Et Mohamed Talal, vous êtes mieux placé pour dire si le partenariat dont parle Cheikh Ahmed Lokili a eu lieu au Maroc ou non. Et conclure par votre recommandation pour comment faire de l'intelligence un outil de développement. L'État sera toujours prêt à avancer. Maintenant, attention, l'État a uniquement un rôle régalien. Il n'est pas là pour remplacer le secteur privé. À chaque fois qu'il l'a fait, ça a coûté très cher au pays et ça a eu des conséquences désastreuses sur le secteur privé, notamment dans le domaine de la logistique, à travers la SNTL par exemple. D'accord ? On a vu les résultats. Donc aujourd'hui, l'État doit jouer son rôle qui est régalien. C'est-à-dire qu'elle doit intervenir uniquement là où les secteurs privés ne peuvent pas intervenir. Et en général, c'est essentiellement dans tout ce qui est infrastructure. Maintenant, comme l'a dit Rachid tout à l'heure à juste titre, l'État, elle, a une approche qui n'est pas du tout celle du secteur privé. Le secteur privé a une approche capitalistique avec de la rentabilité, court terme, malheureusement, pour les actionnaires. L'État, elle, a plutôt une rentabilité socio-économique. D'accord ? Quand on prend, par exemple, aujourd'hui Autoroute du Maroc, pour ne pas les citer, et qui cherche une rentabilité à tout prix, Autoroute du Maroc n'a pas à faire de la rentabilité. Elle doit jouer son rôle public. D'accord ? Quand elle doit autoriser les transporteurs à prendre l'autoroute de nuit avec des tarifs de nuit, comme ce qui existe en Europe. Et ne pas dire non, les transporteurs ou le monde de la logistique doit payer le prix fort au même titre que les consommateurs. D'accord ? Ça, par exemple, aujourd'hui, c'est un exemple criant. D'ailleurs, la fédération prend une position là-dessus aujourd'hui et on va monter au créneau pour justement rétablir, entre guillemets, de l'ordre. Maintenant, quand on parle d'intelligence comme levier, je reviens encore une fois, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Il y a des intelligences également en Europe, il y en a aux États-Unis, il y en a en Asie. Eux aussi bossent, eux aussi travaillent. Donc, notre intelligence à nous sera toujours relative. Ce qui fera de nous la différence, ce sera notre capacité à anticiper, à nous projeter, à deviner le futur, à deviner les futurs flux et leurs évolutions. Mais quand on les devine, ce n'est pas réellement deviner, c'est quelque part aussi les construire. Parce que je rappellerai que c'est de l'influence. Il y a des réseaux d'influence, il y a des lobbies à Bruxelles, aux États-Unis notamment, d'accord, qui justement lobbyent et opèrent pour capter des flux, pour capter certaines industries. Donc, il faut agir à ces niveaux-là. L'intelligence, elle est là, en fait. D'accord ? On peut créer demain une industrie. Regardez la Turquie. La Turquie a très bien géré. En termes d'exportation, elle exporte quasiment toute sa production. Parce que justement, il y a des politiques publiques qui ont été mises en place avec le secteur privé, mais il y a un gros travail qui a été fait de lobbying, d'influence, qui a permis justement de développer les flux logistiques. Et les opérateurs en ont bénéficié. Maintenant, pour finir sur un seul point, tout ça, c'est bien. Mais il y a à côté disons, je dirais, des investissements et des réflexions à mener sur la partie informatique. Vous en avez parlé tout à l'heure du système d'information, vous avez parlé de Portnet, vous avez parlé. Mais j'ai envie de vous poser la question. Où sont aujourd'hui les data centers où stocker ces données ? On commence à peine au Maroc. Il serait peut-être temps, demain, de penser à de véritables data centers très puissants avec de l'infogérance. Aujourd'hui, moi, je prendrai de nouveau notre groupe. Malheureusement, nos systèmes d'information sont installés à Paris, en banlieue parisienne, et backupés à Cincinnati aux États-Unis. D'accord ? Pourquoi ? Parce que quand vous avez des entrepôts logistiques, vous gérez la logistique pour des clients, si l'informatique, elle plante parce qu'elle est hackée ou parce qu'il y a un problème sur les serveurs. Mais vous allez planter toute une filière. En termes de risque, au niveau national, c'est important. Prenez avec le Covid-19, il y a aujourd'hui 3 chaînes de supermarchés au Maroc, pour ne pas les citer, vous les connaissez déjà, qui stockent dans 3 ou 4 entrepôts logistiques. Vous rendez-vous compte si l'informatique avait été plantée ? Il aurait été impossible de livrer les magasins au niveau national. Mais cette informatique aujourd'hui, où est-ce qu'elle est ? Est-ce qu'on est réellement protégé ? Est-ce que les entreprises aujourd'hui qui font de la logistique sont certifiées ISO 27001 par exemple pour tout ce qui est sécurité informatique, à l'instar de ce qui existe aujourd'hui en Europe et aux États-Unis ? Non. En termes de risque, c'est énorme. Donc, effectivement, Kim Rachid, on développe la terme logistique, on installe nos systèmes d'information. Où sont-ils installés aujourd'hui ? C'est la vraie question. Et est-ce que ces entreprises-là sont réellement certifiées ISO 27001, par exemple, qui est la sécurité informatique ? Sommes-nous protégés de toute attaque demain sur des serveurs ? Vous attaquez des serveurs, vous plantez toute l'activité. L'entreprise peut être en faillite. On fait quoi ? Donc, il y a de réelles questions aujourd'hui. On a besoin de data centers marocains. On a besoin d'une souveraineté sur ces data centers. D'accord ? Et on a besoin, effectivement, d'avoir une approche sécuritaire
dans tout ce qui est système d'information, parce que le futur, comme l'a dit Sana tout à l'heure, comme l'a dit également Rachid, ça va être de la digitalisation. On va y aller de plus en plus. Moi, ma mère, comme je le dis toujours, elle fait ses courses d'Arb Omar. Ma femme, c'est les malls et ma fille, c'est sur Internet. Les générations futures, ça va être que sur le portable et le smartphone. Mais c'est de la data. Et encore la data, on parle de la big data, cette information-là, on ne peut pas se permettre de la laisser entre les mains d'autres États. Ça doit être notre richesse et notre pétrole de demain. Et la donnée, aujourd'hui, on doit également la protéger. Donc, je crois qu'en parallèle, il faut mener une grande réflexion à ce sujet-là. Il faut des sujets de fond. Et là, effectivement, l'État a réellement un rôle à jouer à ce niveau-là, ne serait-ce que pour garantir la sécurité numérique de nos entreprises et de notre pays. Et justement, la dernière question relative à la souveraineté et à la sécurité des data, des données informatiques, elle fait le débat à échelle mondiale autour de la question du prochain 5G. Donc, ça fait partie de ça. Monsieur Rachid, tout à l'heure, a demandé la parole. Je pense qu'il veut rebondir sur la question de Silo Kili. Je vous donne la parole, c'est Rachid. Effectivement, Ahmed a posé la bonne question. Est-ce que, effectivement, c'est pas vraiment l'objectif de l'observatoire, c'est pas uniquement ces indicateurs, parce que les indicateurs, c'est que le préalable. Parce que nous devons d'abord travailler sur comprendre le marché, mettre en place des indicateurs, mais le travail le plus important pour nous, c'est justement cette veille, cette prospective, parce qu'il faut être proactif. Et l'objectif, c'est d'avoir des indicateurs, mais à partir de là, il y a une analyse qui se fait à travers les informations que nous recevons de par le monde. Et il y a une analyse qui est faite sur ça et qui est mise à la disposition, que ce soit du public ou du privé, pour prendre des décisions. Et on propose même, l'objectif de l'observatoire, c'est de pouvoir proposer faire des propositions par rapport à ce qui va se faire, parce que c'est à travers ce travail qu'on fait avec les informations, toutes les informations que nous recevons, que nous pouvons justement être une force de proposition. C'est l'objectif primordial de l'observatoire. Donc, la partie, on va dire, suivie des indicateurs, c'est uniquement le début. On est à notre début, parce qu'il fallait mettre tout en place, parce que l'observatoire, il a commencé de rien du tout. Donc, il fallait faire tout en place, d'abord connaître. Aujourd'hui, on est encore en train de comprendre quels sont les acteurs au niveau du Maroc, les acteurs logistiques, les acteurs du transport. Tout ça, c'est éparpillé un peu partout dans différents départements. Et donc, nous sommes en train de composer on va dire de composer une sorte de répertoire qui nous sera utile pour aller au-delà. Parce que même si on nous demande demain on est à combien de mètres carrés, par exemple, en matière de plateforme logistique, on est incapable de le donner. Donc aujourd'hui, nous avons lancé une étude qui va finir bientôt sur justement combien de mètres carrés nous avons au Maroc. Nous avons aussi lancé une étude qui nous permet aussi de comprendre quels sont les transporteurs qui existent, et donc tout ça, c'est des préalables. Après, on sort avec quelques indicateurs comme nous l'avons fait aujourd'hui, mais ça demandera bien sûr, les outils nécessaires et qui sont importants, et donc on est en train de les acquérir, mais ça demandera aussi l'implication du public et du privé. Donc l'implication du public, ça veut dire par exemple qu'on puisse avoir la donnée, par exemple, de la douane, qu'on puisse avoir la donnée de Portnet, qu'on peut avoir la donnée de HCP, qu'on puisse avoir la donnée de la CNSS, et ainsi de suite. Donc, et après, le privé, qui nous disent, le privé aussi qui s'exprime. Malheureusement, aujourd'hui, le privé, malgré tout, il ne s'exprime pas beaucoup. Donc, on a besoin du privé, que le privé s'exprime. Donc, ça, c'est par rapport à ce qu'il disait,
par rapport à… et là, j'ai une information pour mon ami Talal. Effectivement, nous avons toujours bataillé, moi personnellement, de la souveraineté au niveau de la donnée. La donnée est importante et malheureusement, sur plusieurs années, nous l'avons toujours sous-traitée à l'extérieur. Quand on voit, quand en 2011, moi personnellement, et il y avait avec moi-même, c'est Mohamed Talal, quand ils ont lancé le système de l'ICS, hein, les professionnels le connaissent, c'est l'Import Control System, qui vous oblige à déclarer à l'avance les marchandises qui vont rentrer en Europe. Ben, on est en train, jusqu'à aujourd'hui, on est en train de déclarer en Europe. Donc, toute la donnée du Maroc sur le commerce extérieur est entre les mains de l'Europe. Aujourd'hui, j'ai eu l'information, ça me fait plaisir, Tangemed se propose comme une plateforme de transmission de ces données-là. Je préfère que ça soit chez Tangemed, je préfère que ça soit chez Portnet, je préfère que ça soit chez une institution maroco-marocaine qui pourra justement la sauvegarder et ne pas tomber que ça soit… Parce que qu'est-ce qui se passe? Et quand les autres pays ont toute la donnée détaillée dans notre économie ou dans notre économie, c'est ça, c'est la veille. Après, ils vont comprendre comment on réagit, comment on travaille. Et bien sûr, sur cette partie-là, les autres pays travaillent sur ça pour comprendre la consommation, le marché, comment il se développe, et ainsi de suite. Donc, c'est très important d'avoir… Et la data est très importante parce que Portnet, je pense, si je ne me trompe pas, je ne veux pas me prononcer pour eux, mais je pense que leur center, le data center, il se trouve dans 2 ou 3 zones qui sont maroco-marocaines. Voilà. Merci, c'est Rachid. Donc, avec cet appel à la souveraineté, à la protection des données marocaines de notre intelligence, donc nous sommes en termes à ce webinaire. J'ai été personnellement très satisfait. Je suis ravi de la qualité des interventions, de la pertinence des idées. Donc, je vous en remercie pleinement. Merci, c'est Rachid. Merci, Madame Sana. Merci, c'est Ahmed Ouili. Merci, c'est Mohamed Talal. Je remercie également les participants qui ont suivi ce webinaire et qui ont un peu été actifs au chat, même si on n'a pas pu répondre à toutes les questions parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, il y a des questions qui donnent l'appétit à l'organisation d'autres webinaires, Inch'Allah, dans le futur. Je vous donne rendez-vous à une prochaine session de webinaire, Inch'Allah. Oui, chef. Si je dis, est-ce que je peux ajouter un petit mot? Yallah, عندك شوية ديال 3 minutes, pas beaucoup, 3 minutes. D'accord. C'est une question de théorie pratique. Bon, j'aimerais confirmer une chose. Des recherches ou les contacts, les sociétés, les responsables que j'ai rencontrés, vraiment, je me suis convaincu d'une chose. C'est que notre royaume possède des compétences et des ressources largement capables de hisser le pays vers le pays développé. Ça, c'est une première chose. Alors, il nous manque juste un pas à franchir, qui va nous éloigner de la peur qui est inutile et inadaptée au développement. Un pas pour nous permettre d'avoir plus de visibilité, plus d'agilité, plus de rendement et plus de performance. Alors, l'intelligence est une solution, presque miracle, qui pourrait nous aider à franchir ce pas-là. Alors, certes, c'est pas de présenter des risques, ça a des exigences et des risques. Parmi les exigences pour pouvoir réussir de l'intelligence, je vais citer des exemples vite fait. Première chose, il faut éviter, il faut plus permettre d'échouer des politiques et des stratégies. Il faut plus permettre de mettre une personne inappropriée dans une poste sensible. Il faut plus permettre de favoriser des uns sur des autres. Il faut plus permettre d'avantager des intérêts personnels sur l'intérêt général, de tailler une loi pour satisfaire des orientations au-delà des lobbies, ne pas appliquer la loi sur tout le monde, détruire l'esprit d'initiative, ordonner une innovation personnalisée, séparer la politique de l'enseignement des exigences du pays,
ne pas respecter les règles de l'investissement, confondre les outils et les objectifs, encourager les fuites des cerveaux et des compétences, se cacher devant la hiérarchie pour se déloger de la responsabilité, et enfin, oublier que nous sommes de passage et le futur de nos enfants dépend de nous. Merci. Merci, merci. Donc, à la fin, on est en train de déclencher plus de questions que de réponses. C'est normal, donc le débat a été riche. Je remercie une deuxième fois tous les participants et nos aimables intervenants. Donc, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, bientôt pour le feedback. Merci à vous tous.